On est avec Alexandre Avril, bonjour. Bonjour. Maire de Salbris dans le Loir-et-Cher. On vous a connu parce que vous aviez fait une petite vidéo pour défendre les petits commerçants, une vidéo pour défendre les petits commerçants sur les réseaux sociaux. Et vous adressiez au président de la République. On va en parler. Et avec Éric de Couty. Bonjour Éric. Bonjour. Éditorialiste. J'aimerais déjà qu'on parle des États-Unis. Tiens, on voterait pour qui à Salbris? On voterait pour Biden ou pour Trump? Alors fort heureusement pour nous, nous ne sommes pas américains. Oui. Ce que je trouve fou quand même, c'est toute cette incertitude dans la première démocratie du monde. Alors là, c'est le feuilleton américain qui nous tient tous en haleine, mais sur le fond, c'est quand même très inquiétant. J'observe néanmoins que on nous promettait une immense vague démocrate qui n'est pas tout à fait au rendez-vous, même si Joe Biden va vraisemblablement être élu président des États-Unis d'Amérique. Il y a une résistance, comme le disait Anne-Elisabeth Moutet, dans l'Amérique intérieure, sur les questions sociales, avec des gens qui se sentent en colère, qui se sentent abandonnés et qui se réfugient dans un vote Trump. Et moi, je voudrais signaler simplement que comme dans toute l'histoire du monde, il faut toujours être attentif à ce qui se passe aux États-Unis et ça envoie un message politique qui est intéressant pour nous aussi en France. Et comme l'écrit Éric de Couty dans son dernier livre, moi je crois que c'est aussi du fait d'un pouvoir ultra centralisateur et un peu méprisant qui se passe des corps intermédiaires que les gens se tournent vers ces solutions dites populistes. Et ça, c'est un message à prendre en compte. C'est ce qui va nous arriver donc en France dans quelques années. Je trouve que ce qui se passe est assez illustrant de ce qu'est le populisme. C'est-à-dire que c'est une capacité, vous l'avez dit, une capacité à capter ce que les représentants de la démocratie libérale classique sont en situation de faire, de capter un électorat populaire, en tous les cas en difficulté, en crise sociale, abandonné en fait par les partis classiques. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est la traduction ensuite que ces populistes font. Et on voit bien qu'au fond, au bout du compte, il y a un rejet du processus démocratique. Et on voit ça à peu près partout, les grandes figures populistes au pouvoir, que ce soit Trump aujourd'hui, que ce soit Orban en Hongrie ou Bolsonaro au Brésil, c'est qu'au fond, au bout du compte, il y a un rejet de ce qu'est la démocratie au sens de Arendt, qui était une confrontation pacifique en vue de l'exercice du pouvoir avec la perspective d'un compromis. Et là, on voit bien qu'il y a le refus d'un compromis et le rejet, en quelque sorte, de ce qu'est le fondement de la démocratie. Pour ce qui est de la France, c'est Paris, à l'échelle de la France, c'est Paris contre le reste du pays. C'est ce que vous ressentez, vous, Alexandre Avril ? Pourquoi pas ? Il y a une forme quand même de défiance, comme vous le dites, vis-à-vis du processus démocratique, mais aussi vis-à-vis des élites. Et à la campagne, en province, dans la France dite périphérique, on se sent quand même abandonné depuis très longtemps. Et c'est un des motifs qui, je crois, nourrit un vote sanction vis-à-vis du pouvoir majoritaire, de ce qu'on appelle le bloc élitaire, qui propose des solutions qui aujourd'hui ne correspondent plus aux attentes. Quand vos électeurs, quand vos administrés vont vous voir, ils vous disent quoi ? Pour illustrer, comment ça se concrétise, ce que vous nous dites ? Il y a beaucoup d'incertitudes, le sentiment d'être abandonné, que les décisions viennent toujours d'en haut, qu'on ne prend pas assez en compte l'avis des acteurs locaux, qu'on ne prend pas assez en compte la réalité du quotidien. Et que c'est toujours de loin, de Paris, que l'on gouverne la France. Et ça, c'est le centralisme jacobin qui n'est pas d'hier. Et qui, je crois, aboutit à une vraie fracture territoriale, mais qui est aussi une fracture sociale, une fracture morale. Oui, c'est vrai. Et le vrai risque, c'est qu'on voit, et on le voit bien aux États-Unis, mais on est la veille en France, une situation de conflit, de confrontation. Il y a quelque chose qui n'est plus... On n'est plus dans une logique de confrontation pacifique, de débat pacifique. On est dans une logique de confrontation violente. On l'a vu à travers les Gilets jaunes. On le voit aux États-Unis parce qu'on ne sait pas jusqu'où la crise va aller. Et on est à la veille de cette situation en France. Et aujourd'hui, c'est les solutions qui sont en cause. Et il appartient aujourd'hui à ceux qui sont les représentants d'une démocratie plus apaisée de reprendre en main, en quelque sorte, de reprendre le contact, la relation avec ces populations qui sont effectivement abandonnées. Ce qui s'est passé avec les petits commerçants, ça illustre ça. C'est-à-dire qu'il y a la décision de Matignon qui est absolument pas comprise sur le terrain. C'est pour ça que vous avez fait la vidéo. D'ailleurs, le Premier ministre vous a appelé. Oui, absolument. Parce que nous avons constaté, nous, à Salbris, avec nos commerçants, un deux poids, deux mesures qui était incompréhensible vis-à-vis de la grande distribution et surtout du e-commerce, puisqu'on ferme les petits commerces dans lesquels toutes les règles d'hygiène et de sécurité peuvent être respectées et qui sont, sur le plan sanitaire, je crois, les meilleurs garants de notre sécurité collective et qui, d'autre part, sont les acteurs de la vie locale, sont des acteurs de proximité. Et moi, je crains vraiment un monde de l'après-Covid où on aura sacrifié tous les petits. Alors, je comprends que la santé soit au cœur de tout. Quand vous avez eu Jean Castex au téléphone, c'est le Premier ministre, qu'est-ce qu'il vous dit ?
Et qu'est-ce que vous lui dites? Il comprenait ça? Il devait le comprendre, lui aussi, il était maire. Oui, il l'entend bien. Il a été maire d'une ville qui est comparable à la mienne, donc il sait bien ce que c'est que les petits commerçants. Après, il fallait qu'il fasse un effort de pédagogie et d'explication, je pense. Alors aujourd'hui, ils ont rétabli une certaine forme d'équité, mais je crois qu'elle est insuffisante, qui est incomplète, puisqu'on va tous se réfugier chez Amazon. Et ça, c'est la mort, à coup sûr, de nos petits commerçants qui sont sacrifiés, mais aussi la mort de nos centres-villes, la mort de nos petites villes que l'on essaie de défendre depuis si longtemps et qui là sont sacrifiées en cette période de crise. Moi, je comprends très bien ça et je connais aussi bien le monde rural et je pense que vous avez parfaitement raison. Les vraies causes de cette situation, ce n'est pas les décisions qui sont prises immédiatement, c'est l'impréparation, c'est le déconfinement en fait. C'est le déconfinement raté qui arrive à cette situation. C'est parce qu'on n'a pas préparé. On n'a pas préparé l'hôpital à une deuxième vague, on ne s'est pas préparé à cette situation-là, qu'on arrivait finalement dans une situation où on est acculé, oui, dans un corner, obligé à prendre des décisions radicales qui, de toute façon, sont dans tous les cas de mauvaises solutions. Mauvaises solutions pour les zones rurales, pour les commerces, mauvaises solutions pour la santé. Les vraies causes, elles sont à remonter un peu plus loin. C'est parce qu'on a, de mon point de vue, raté le déconfinement et qu'on a insuffisamment, pour ne pas dire pas du tout préparé, la situation dans laquelle on pouvait se prévoir et dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Après, les chiffres que vous rappeliez tout à l'heure sont extrêmement préoccupants. Néanmoins, moi j'ai le sentiment, comme beaucoup d'élus locaux, que le confinement est géré à court terme et que les décisions qui sont prises au jour le jour visent à réagir aux chiffres qui sont annoncés, alors qu'au niveau local, nous étions davantage préparés. Le confinement a été bien géré, je pense, par les maires. Nous avions anticipé très concrètement un certain nombre de mesures. Moi, je peux vous en parler parce que je suis président de mon EHPAD local. Ça fait des semaines que nous prenons des mesures visant à protéger nos anciens en matière de restriction, notamment des visites et d'application du protocole sanitaire. Nous sommes aussi responsables de l'application du protocole dans nos écoles, que nous devons nettoyer, désinfecter chaque jour, éviter le brassage des élèves. Donc il nous faut, par exemple, conserver les classes dans la cantine et dans la récréation, ce qui nécessite une mobilisation humaine énorme et ce qui n'est pas sans causer beaucoup de soucis. Par contre, au niveau local, la seule chose à laquelle nous n'étions pas préparés, que nous n'avions pas anticipé suffisamment, c'est la confusion du gouvernement. Non, mais moi, quand je parlais d'impréparation... C'est-à-dire la confusion. Vous ne savez pas où est-ce que vous... on se perd dans les consignes. Écoutez, nous avons quand même le sentiment d'être gouvernés à vue et que les mesures qui sont prises au jour le jour visent souvent à corriger les conséquences des mesures de la veille. Voyez sur l'application des protocoles sanitaires, par exemple, qui changent tous les 2 jours. C'est de la godille, un coup à droite, un coup à gauche, Eric? Oui, moi, je pense que, moi, je ne le connais pas, mais aussi près sur le terrain, vous devez le mesurer, évidemment. Donc, quand je parlais, moi, de déconfinement raté, je pensais d'abord à l'hôpital. Parce que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est parce que nos services de santé, et c'est pas propre à la France, ne sont pas en situation d'absorber la prolifération des cas de Covid. Et c'est parce que l'hôpital n'a pas été suffisamment préparé, et on a entendu les soignants depuis le mois d'août, on les entend en disant attention, on n'est pas prêt, le testing a été raté et l'hôpital, il est à peu près dans la même situation, un peu mieux peut-être, mais qu'il était au mois de mars. Et c'est parce que l'hôpital, aujourd'hui, on n'a pas tiré les leçons suffisamment et qu'on n'a pas été en situation de le faire, de l'adapter. Peut-être que le temps était trop court, je n'en sais rien. Mais en tous les cas, c'est parce que l'hôpital, il est à peu près dans la même situation qu'il était en mars, qu'on est aujourd'hui dans cette impasse. C'est pas le problème des maires et de la gestion que vous pouvez faire. J'en sais rien, mais je veux bien vous croire sur parole. Mais je pense que c'est parce que l'hôpital, aujourd'hui, notre système sanitaire, n'est pas en situation d'absorber, encore une fois, la vague qui déferle sur nous. Et on se retrouve dans une situation à peu près comparable à celle du mois de mars. Bien sûr, mais si l'adage est vrai que gouverner, c'est prévoir, alors on n'est pas gouverné de ce point de vue. Allez, j'aimerais qu'on dise un mot de notre sondage exclusif IFOP pour CNews, IFOP fiducial pour CNews et Sud Radio. 96% des Français estiment que la menace terroriste est élevée. Bon, c'est quelque chose qui vous remonte en tant que maire à Salbris dans le Loir-et-Cher? Oui, bien sûr. Je pense qu'on n'a pas pris assez la mesure qu'aujourd'hui on vit sous le coup d'une double menace, celle du Covid et celle du terrorisme. Peu de gens ont noté quand même que le Premier ministre a monté à son seuil maximal le plan Vigipirate. On est en urgence attentat. On parle évidemment beaucoup des mesures que nous devons prendre, nous les élus locaux. On ne le vit pas que dans les grandes villes. Non, on le vit aussi, bien sûr, en province. On parle beaucoup des mesures pour la sécurité sanitaire. J'entendais dans les petites villes. Dans les petites villes, 5000 habitants, Salbris. Bien sûr, parce qu'on doit aussi prendre beaucoup de mesures en matière de sécurité physique qui peuvent être contradictoires parfois. Vous voyez, j'étais hier dans une école, on doit ouvrir les portes et les fenêtres. Ça, c'est le protocole Covid pour l'aération. Mais d'un autre côté, protocole Vigipirate, il faut absolument qu'on verrouille nos écoles. Et là, on se trouve face à une contradiction. Voilà. Et là, le préfet, débrouillez-vous, monsieur le maire, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre, on ferme?
Voilà, après on essaie de trouver les solutions les plus adaptées, mais c'est quand même un enjeu qui est très prégnant. Moi je pense que le gouvernement a bien pris la mesure de la menace terroriste, mais moi je vous confirme sur le terrain qu'il y a une inquiétude immense sur ces sujets-là, sur ces deux menaces qui arrivent en même temps, qui sont en plus deux menaces invisibles, donc très difficiles à anticiper. Éric, 89% des Français veulent l'expulsion des étrangers fichés S vivant en France. 89%, c'est massif, hein. Droite comme gauche. On l'a vu avec Gérard Leclerc tout à l'heure qui décryptait ce sondage. Oui, on voit bien qu'il y a une prise de conscience, il y a une sorte d'unanimité de la population devant cette menace-là. Après, la réalité, c'est que les fichiers S, aujourd'hui, c'est très compliqué et que l'expulsion des fichiers S, on sait très bien que pour multiples raisons, mais en tous les cas, c'est impossible, voire même ça n'a pas de sens. Moi, ce que je trouve, ce que ça dit, c'est qu'il y a une prise de conscience et il y a, c'est assez rare quand même, de voir une unanimité quasi de la société française devant cette réalité-là, cette triste réalité. Merci à tous les deux. Merci à vous.